Et maintenant, le plan en 28 points de Donald Trump pour la paix en Ukraine. Le G20 moribond qui s'est tenu en Afrique du Sud, les frappes d'Israël au Liban. L'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Gérard Haro, vient de publier Leçon de diplomatie chez Talandier. Il est l'invité de la matinale de Radio Classique. Gérard Haro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Radio Classique. On vous attendait depuis un certain temps et on est ravis que vous soyez libéré. J'aimerais avoir votre vision des négociations qui se déroulent à Genève en ce moment. Les Américains mènent la danse avec leur plan de paix en 28 points, assez défavorable à l'Ukraine. L'Europe peut-elle aider les Ukrainiens et si oui, comment ? Alors évidemment, c'est d'une certaine manière, mon livre essaye justement d'expliquer ce qui se passe dans des circonstances comparables de négociation. Pour le citoyen, la première réaction au plan américain a été de pousser des cris d'orfraie. L'Ukraine est la victime, l'Ukraine est l'agressée, et on essaye de lui tordre le bras. Hélas, c'est ça la réalité des relations internationales. Une guerre, c'est sur le champ de bataille, et on essaye, à partir de la réalité du champ de bataille, de parvenir à la paix. Et aujourd'hui, c'est un fait que l'Ukraine est en difficulté et que donc, lorsque l'on essaye de trouver une solution, c'est pas la meilleure des solutions, c'est la moins mauvaise des solutions. Et le plan américain, je dirais, a finalement un avantage. Il existe. Et deuxièmement, évidemment, il est amendable. Donc, au lieu de crier « Oh, c'est pas possible, c'est pas possible », eh bien, l'Ukraine et les Européens ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils essayent de l'améliorer. Alors comment on améliore un plan en 28 points qui semble céder beaucoup aux Russes ? Alors, on s'assoit autour de la table, et ça je l'ai fait longtemps, je l'ai fait souvent, et on va par point, et on a des contre-propositions. Voilà, on dit non, mais sur ce point-là, on pourrait faire ça. Et donc, le possesseur, finalement, du texte qui le défend, c'est-à-dire l'Américain, accepte ou non ces amendements. Moi, ce que je constate quand même, c'est que, à la suite d'une longue discussion entre les Ukrainiens et les Américains, ils sont sortis de la salle relativement optimistes, en disant nous avons bien progressé. Et évidemment, le jugement que nous devons porter, c'est à partir de ce que disent les Ukrainiens. Apparemment, quand même, la négociation a bien progressé. Il reste 1 ou 2 points. De nouveau, c'est sous le contrôle, l'OTAN et le Donetsk, vous savez, les forteresses de Donetsk, dont le plan prévoit l'évacuation, et qui devrait être réglé entre Donald Trump et le président Zelensky. Vous avez beaucoup d'expérience, Gérard Haro. On met sur le compte de Donald Trump l'abandon de l'Europe face à la Russie, l'abandon de l'Ukraine. Ce désengagement américain, c'est une idée de Trump où structurellement, et depuis de longues années, il y avait comme une dérivée américaine qui s'éloignait des enjeux européens. Vous savez, les Américains, c'est une très bonne question. Beaucoup d'Européens encore espèrent qu'en 2029, à la fin du mandat de Donald Trump, s'il quitte la Maison-Blanche, on recommencera comme avant et la relation euro-atlantique subsistera. Moi, je ne le pense pas. Je pense que le retrait américain est un retrait de long terme. Les Américains sont des pragmatiques, et pour eux, l'Europe est en train de devenir une périphérie du monde. C'est pas en Europe qu'il y a la croissance, c'est pas en Europe qu'il y a la révolution technologique, et c'est pas en Europe où il y a la menace. Parce que pour les Américains, la Russie n'est pas vraiment une menace, c'est un problème, c'est une puissance régionale sur le déclin. Pour eux, le problème, évidemment, c'est la Chine. Et ils font pas le même diagnostic qu'Emmanuel Macron, qui a soutenu les déclarations du général Fabien Mandon la semaine dernière. Comment ça peut être interprété quand un général français, le chef d'état-major des armées, déclare dans une conférence publique qu'il faut se préparer à la guerre et qu'il faut pas avoir peur de sacrifier ses enfants, phrase qui a créé beaucoup d'émotions, mais qui est peut-être une réinterprétation au conditionnel de la Marseillaise? Non, moi je pense que sur le fond, le général a raison. Au fond, ce qu'il disait, c'est si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. C'est le vieux dicton. Les États-Unis s'en vont, donc les Européens doivent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Or, on le sait bien, les budgets de la défense européens sont notoirement insuffisants, donc il faut se préparer. Ensuite, la phrase sur les enfants a été évidemment une phrase particulièrement malvenue en termes de communication. On ne communique jamais de manière négative, mais il dit, le général Mandon, et c'est ça qui était l'essentiel, il essaye de mobiliser les Français
comme le président de la République le fait. Je reviens au plan 28 points de Donald Trump et des États-Unis et à son article 4. L'article 4 du plan de paix dit ceci: un dialogue sera mené entre la Russie et l'OTAN sous la médiation des États-Unis afin de résoudre toutes les questions liées à la sécurité et de créer les conditions d'une désescalade. Les États-Unis se placent en observateur des relations entre la Russie et l'OTAN, ce qui veut dire qu'ils sont au-dessus de l'OTAN, à côté de l'OTAN, en dehors de l'OTAN. Non, c'est évident que ce texte, et notamment cette phrase qui est un peu surréaliste, où les États-Unis seraient les médiateurs finalement entre eux-mêmes, puisqu'ils sont... Il faut même dire qu'au sein de l'OTAN, c'est quand même le patron, de l'OTAN. Les États-Unis, c'est eux qui payent. C'est eux qui payent, c'est eux qui représentent à peu près 75% du budget de la défense des membres de l'OTAN. Non, j'imagine que c'est un des articles qui a été l'objet des amendements proposés soit par l'Ukraine, soit par les Européens. Les Américains proposent également dans ce point des élections dans 3 mois. Ces élections qui auraient lieu évidemment en Ukraine. C'est un désaveu de Zelensky. C'est une façon de lui montrer la sortie parce que il n'est pas évident qu'il soit réélu vu l'état moral de la population après 4 ans de guerre. Là, on voit que c'est un article introduit par les Russes. Parce que les Russes, évidemment, veulent se débarrasser du président Zelensky qui représente la résistance à leur offensive. De nouveau, dans la négociation, si j'étais le négociateur en face, je dirais, on supprime 100 jours, on ne dicte pas à l'Ukraine, on n'a qu'à ajouter dans les délais constitutionnels normaux. Vous voyez, c'est ça la négociation. Les Ukrainiens, ils peuvent pas demander des élections dans les 3 mois en Russie. Ben voilà, ils pourraient, exactement. Non, de nouveau, quand j'ai vu toutes ces indignations sur ce texte et sur ces articles, vous savez, moi j'ai négocié des dizaines de textes aux Nations Unies, et chaque fois au début, on commence un peu par faire, vous savez, comme le gorille qui martèle du poing sa poitrine en disant jamais je n'accepterai ça, et puis on s'assoit et on l'accepte. Les médias seraient des mauvais négociateurs, en fait. Vous êtes en train de me dire ça, vous êtes en train de dire que les indignations médiatiques et les émotions médiatiques sont mauvaises conseillères. C'est les médias qui s'adressent aux mauvaises personnes. Quand on est là, quand on est dans une négociation, il faut interroger les négociateurs qui vous diront oui, on a l'habitude. On dit toujours qu'on n'acceptera pas, puis après ils acceptent. Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël. Merci d'être l'invité de Radio Classique. La COP30 n'est pas un succès. Le G20 n'est plus capable de régler les grandes crises internationales. Le président Macron a parlé de la fin d'un cycle. Les grands sommets diplomatiques, c'est fini, c'est inefficace, ça marche plus. Vous savez, on oublie souvent que le multilatéralisme ne fonctionne que si les nations veulent bien qu'il fonctionne. J'ai l'habitude de dire, en tant que bon diplomate, les mots ont une importance. Quand on parle des Nations Unies, il faut bien que les nations soient unies. Or, elles ne le sont pas. Et donc, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des tensions internationales conduisent au blocage du système multilatéral. Vous savez, les Nations Unies de 45 ou 48 à 1990, pendant la guerre froide, ça ne fonctionnait pas. Les Soviétiques, les Chinois opposaient leur veto à tout ce que proposaient les Américains et vice-versa. Et donc, ça a fonctionné plus ou moins bien pendant 30 ans, parce que c'était la domination occidentale du monde. Eh bien, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et donc, le défi, c'est d'essayer d'organiser un nouveau multilatéralisme. Et je pense qu'on ne peut le faire que si on implique vraiment des pays comme l'Inde, le Mexique, l'Indonésie, 250 millions d'habitants, des pays qui ont intérêt, comme nous, à ne pas être pris entre l'enclume chinoise et le marteau américain. Et l'Algérie, on l'inclut là-dedans, avec la libération de Boualem Sansal. Est-ce que les bases d'un nouveau départ sont possibles, où on va retrouver, comme d'habitude, la rente mémorielle d'un côté, l'incompréhension française de l'autre, et finalement l'impossibilité de retrouvailles, entre guillemets, fraternelles? Je pense que la relation algérienne, pour les raisons que vous avez définies, est structurellement chaotique. Vous savez, un jour j'ai dit à un ambassadeur d'Algérie, quand j'étais directeur des affaires politiques, toute présidence commence à Alger et finit à Rabat. Parce que tout nouveau président français dit, avec moi, on va avoir de bonnes relations avec l'Algérie, et finalement ça finit mal, et on se retrouve plutôt du côté marocain. Non, c'est des relations difficiles, parce que la guerre d'indépendance, finalement, c'est la légitimité du pouvoir algérien, donc il la rappelle régulièrement pour des raisons de politique intérieure, et nous, de notre côté, à l'évidence, à
à l'heure actuelle, c'est pas le moment de l'apaisement avec les questions de l'immigration, de l'islam, etc. Donc moi j'ai toujours dit qu'il faut gérer cette relation avec des pincettes et disons accepter un certain éloignement, une sorte de sérénité, de se dire voilà, il faut trouver une sorte de modus vivendi minimal parce que quand même on a sur notre sol des millions de citoyens français d'origine algérienne et puis la proximité géographique compte également, mais ne rêvons pas, cette relation est problématique par définition. Gérard Haro, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a des constantes dans l'histoire de la diplomatie, dans les relations entre les peuples. Quand vous dites, par exemple, ça commence à Alger et ça se termine à Rabat, j'ai envie de vous poser la question pour le conflit au Proche-Orient. Vous connaissez bien, puisque vous avez été ambassadeur de France en Israël. Finalement, il y aura toujours la guerre là-bas. Non, d'abord, il y aura toujours la guerre en soi. Si depuis 5 ou 1000 ans ou 10 000 ans, on retrouve même des crânes néolithiques qui ont visiblement été tués dans des combats, la guerre, et ça pour les Européens, c'est très difficile à admettre, parce que d'une certaine manière, nous avons vécu depuis 1945 la plus longue période de paix depuis la chute de l'Empire romain. Et donc, les Européens considèrent que la guerre est une aberration, un archaïsme. Non, hélas, la guerre est un élément des relations internationales. Sur le conflit du Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est désespéré et désespérant. Alors d'abord, il y a un point qui est important. Alors je pense que d'ailleurs que ça joue pour la poursuite de la guerre, c'est que c'est un conflit régional qui est resté régional. C'est-à-dire que contrairement aux autres crises du Moyen-Orient, au fond, personne n'est vraiment intervenu venant de l'extérieur. Les Chinois veulent simplement acheter le pétrole et le gaz. Les Russes ne sont plus en position d'influer. Et donc, cette guerre s'est poursuivie sur son propre rythme. Et je pense qu'elle risque de se poursuivre. Israël est l'hégémone, la grande puissance de la région. Est-ce que c'est devenu le gendarme de la région ? On n'ose pas le dire parce qu'il y a un politiquement correct qui consiste à dire oui, Netanyahou et ceci et cela. Mais est-ce que Israël n'a pas fait le ménage? Est-ce que c'est pas devenu le gendarme du Moyen-Orient? Israël est le gendarme du Moyen-Orient. C'est la logique des accords d'Abraham, vous savez, qui ont été d'ailleurs négociés par Donald Trump au cours de son premier mandat. Aujourd'hui, vous avez toutes les monarchies du Golfe qui, au fond, n'ont pas trop protesté pour ce qui se passait à Gaza, qui considèrent que leur ennemi, c'est l'Iran, et donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc alliance, et Israël est d'une certaine manière le garant de leur sécurité face à l'Iran. Les autres pays arabes, l'Irak, la Syrie ou l'Égypte, sont des pays affaissés, ne pèsent plus rien, et donc oui, c'est le parrain de la région Israël. Mais la question qu'on peut se poser, c'est mais que veut faire Israël de sa domination? Vous voyez, quand vous faites la guerre, vous la faites pour établir finalement un nouveau cadre politique, un nouveau cadre stratégique, et c'est là que bute que on est dans une impasse, c'est que Israël ne définit pas politiquement ce qu'il recherche, parce que définir politiquement, ça voudrait dire poser la question palestinienne. La sécurité peut-être. Oui, mais la sécurité, elle ne repose pas simplement je bombarde. Il faut un nouveau système politique qui est possible. Vous savez, par exemple, au Liban, le Premier ministre libanais a vraiment été mon collègue aux Nations Unies, donc je le connais très bien. Il est modéré, il veut rétablir l'État libanais. Les Israéliens ne l'aident pas particulièrement, ils ne cessent de bombarder le Liban. El Shara, on peut dire ce qu'on veut d'El Shara, le président syrien, mais il ne cesse de dire aux Israéliens « mais je veux signer un traité de paix avec vous ». Que fait Israël? Il continue de s'ingérer. Donc, il y a c'est la question à Israël, de dire à Israël, quo vadis Israël? Où vas-tu Israël? Un dernier mot, Gérard Haro, et ensuite on se quittera, sur le moral de la diplomatie française, sur le moral des ambassadeurs, sur le moral des fonctionnaires du Quai d'Orsay. C'est pas génial. Oh, vous savez, c'est jamais génial. Nous sommes des vieilles dames un peu géniardes, le Quai d'Orsay. Moi, j'ai passé 40 ans de ma carrière à entendre mes collègues plus ou moins se plaindre. Non, il y a la situation un peu pathogène de la Ve République. Vous avez d'un côté la présidence de la République, de l'autre le Quai d'Orsay, pour diriger la diplomatie française. De temps en temps, ça marche, et parfois, étant donné l'activisme du président, ça devient plus difficile. C'en est aujourd'hui le cas. Leçon de diplomatie, la France face au monde, c'est paru chez Talandier. C'est signé Gérard Haro, qui est toujours le bienvenu sur cette antenne. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.